bien dans son job et j'ai envie de dire aujourd'hui bien dans son apprentissage. Bonjour Marie-Pierre Desquier, ravie de vous accueillir. Vous êtes cofondatrice et porte-parole de France Apprenante. Merci d'être avec nous. D'abord un petit mot sur cette structure France Apprenante. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça ressemble à un ovni quand on le regarde de loin. C'est beaucoup de gens réunis, ils font le même métier, ils viennent du même monde. Qu'est-ce qu'ils veulent? Alors France Apprenante, c'est plus de 700 personnes et organisations autour de la formation, qui s'intéressent au secteur de la formation professionnelle. Alors vous avez des associations, vous avez des organismes de formation, vous avez des individus, comme Frédéric Laloux par exemple, qui a signé notre manifeste. Et alors on se rassemble autour d'un sujet qui nous semble extrêmement important, et qui l'est d'ailleurs dans l'actualité, puisque on a un plan de relance à 15 milliards sur la formation, on a eu un plan d'investissement dans les compétences à 15 milliards sur la formation, donc on est en pleine réforme les de milliards la formation. valsent. Voilà, de la formation, du secteur en fait de la formation professionnelle. Alors qu'est-ce qu'on cherche nous? Oui, parce qu'un manifeste, excusez-moi, je rentre dans le vif du sujet, mais vous faites un manifeste, ça veut dire qu'il y a une forme de revendication, en tout cas de constat de quoi? D'échec de notre système? Non, pas d'échec, mais on pourrait l'améliorer beaucoup. Alors, ce qu'on cherche, nous, à faire, c'est à donner accès à tous aux nouveaux moyens de formation. Aujourd'hui, les sciences cognitives ont montré qu'on apprenait différemment qu'assis dans une salle de classe. Il existe plein de technologies qui nous permettent en fait d'apprendre différemment. Je vous en citais une. Par exemple, vous avez des applications de micro-learning qui vous permettent d'apprendre en 2 minutes quelque chose. Et puis, on vous fait un petit test derrière, et puis si vous n'avez pas complètement acquis la compétence, on va revenir 3-4 jours après avec un contenu qui ne va pas tout à fait être le même, mais qui va vous permettre de faire les mêmes apprentissages. Donc ça, c'est par exemple le micro-learning. Donc en fait, on a des outils, des nouveaux outils comme ça, mais qui ne sont pas forcément beaucoup diffusés, parce qu'ils sont promus par des startups, parce qu'en fait, il faut avoir la surface pour pouvoir les diffuser. Et puis vous avez aussi de nouvelles méthodes. Aujourd'hui, on apprend aussi par le corps, on apprend par le jeu, on tient en compte en fait beaucoup des relations entre personnes. C'est vrai. Il y a du pair à pair. On apprend beaucoup de ses pairs qui sont parfois dans notre tête plus légitimes que les professeurs. PAIR, hein, c'est le pair à pair. Oui, c'est pas peer-to-peer. Quand même, ce que vous évoquez là est intéressant parce qu'il y a une vraie volonté de renverser un peu la table, finalement, à travers tous ceux qui signent ce manifeste. En même temps, il y a ceux qui défendent les humanités et qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui viennent avec des ordinateurs, qui veulent nous faire du learning ?» Vous avez entendu ce discours. Vous entendez cela aussi venant de l'Éducation nationale. Comment elle se positionne par rapport à ce que vous dites? Et est-ce que, à travers la pression que vous faites, vous exercez forcément, elle entend, elle ouvre, elle entrebâille sa porte? Parce que c'est ça la question qui est posée aujourd'hui. Alors, ce qui est démontré, c'est qu'on apprend moins bien par les outils que par les relations et les interactions humaines. Ça, c'est évident. C'est pour ça que nous, on ne pousse pas que les outils. Les outils sont un moyen d'accélérer ou de donner accès au contenu. On peut dire que Wikipédia, c'est quand même formidable. On ne va pas dire que... Un des atouts d'Internet. Absolument. C'est vrai. Donc oui, il faut faire rentrer plus d'adaptabilité. Par exemple, les outils permettent de s'adapter mieux aux différentes manières d'apprendre. On sait que certains sont visuels, certains sont kinesthésiques. Et donc, il faut arriver... C'est complexe, en fait, l'apprentissage. Il faut arriver à pouvoir proposer, en fait, des solutions qui soient différentes, en tout cas, qui soient complémentaires de la salle de classe. Et puis, apprendre, ce n'est pas que savoir. Ce n'est pas forcément une connaissance, c'est aussi une posture, c'est aussi des expériences, c'est une réflexivité sur ce qu'on a fait. C'est intéressant ce que vous dites parce que j'ai l'impression d'avoir déjà posé cette question à peu près au même endroit et de dire mais finalement la massification de notre enseignement, le fait qu'il n'y ait qu'une seule tête et aucune autre qui dépasse, ça va exactement à l'encontre de ce que vous nous dites. Vous nous dites il faut individualiser les formations parce qu'on est tous différents. Sauf que quand on est dans une classe, on est 24 élèves, 25, 30 parfois. Et finalement, l'enseignement est massif. Il est le même pour tous. Donc ça ne marche pas. Notre système ne marche pas. Alors, vous avez quand même des lieux dans lesquels vous avez beaucoup d'enseignants qui travaillent en fait par sur petits cette groupes. nouvelle méthode, qui font travailler les enfants par petits groupes, qui font ce qu'on appelle des classes inversées, c'est-à-dire qu'on questionne d'abord les enfants sur leur savoir, puis on vient compléter ou corriger s'il y a des inexactitudes. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui se font. Mais c'est très clairsemé. Voilà. Alors nous, on s'attaque à la formation professionnelle parce qu'on a le même problème de la formation professionnelle. D'ailleurs, elle est plus ou moins digitalisée, c'est un des enjeux aujourd'hui.
Oui, il y a des progrès à faire. Maintenant, il y a pas mal de choses qui commencent à avancer. Ce manifeste, vous en faites quoi? Vous l'avez sous le bras? Vous allez voir le ministre de l'Éducation nationale? Vous allez voir la ministre en charge de la recherche de la formation, le ministre de l'économie? Qu'est-ce que vous en faites de ça, de cette parole? Alors, nous, on est plutôt des doueurs, c'est-à-dire qu'on fait. On ne va pas tellement faire ce qu'on appelle du plaidoyer, on ne va pas aller tellement taper en fait aux portes des uns et des autres. Évidemment, la Fédération de la formation professionnelle, on travaille avec eux. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on essaye justement de diffuser concrètement ces nouveaux moyens. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On répond à des très gros appels à projets ou des appels d'offres, en fait, des gros commanditaires de formation, qui sont les régions, qui sont Pôle emploi, qui sont l'État. Et on travaille en particulier beaucoup sur l'insertion. Et on monte en fait des associations qui vont permettre à des startups, à des nouvelles manières de faire, d'apporter leur technologie ou leur savoir. Et leur savoir, et de pouvoir le diffuser. Donc en fait, on leur permet d'accéder à la commande de masse, et ils le font avec des acteurs qui sont solides et qui connaissent bien le monde de la formation, et du coup qui vont leur permettre d'avoir une certaine solidité pour pouvoir répondre en fait à ces appels à projets. Donc très concrètement, voilà, on a un certain nombre de gros appels à projets sur lesquels on a fait des consortiums. Dans lequel, en fait, est intégré ou implémenté France Apprenante à travers ses membres, voilà, qui vont venir apporter leur valeur ajoutée ou leur manière un peu différente d'aborder la formation, on est d'accord? Absolument. Ça veut dire que celui qui a lancé l'appel d'offres est tout à fait au courant que la formation qu'il va acheter est un peu différente. Alors, il y a un gros travail justement de sensibilisation des acheteurs. Donc, on a fait notamment un MOOC en ligne dans la région Grand Est pour sensibiliser les acheteurs de formation. Oui, il faut les prévenir quand même, hein, que ça va être différent. Non, mais en fait, il faut faire des cahiers des charges un peu différents ou très ouverts. Ce que fait l'État aujourd'hui, en fait, l'État investit énormément dans l'innovation dans la formation, avec des cahiers des charges qui sont très ouverts. Bien sûr. Et donc, c'est très intelligent aujourd'hui d'ouvrir comme ça, de conserver des fonds sur l'expérimentation et sur la liberté, en fait, de proposer des solutions dans la formation. Le faire plus que l'agir propre, puisqu'il y a quand même cette idée d'agir très concrètement et de faire bouger les lignes de l'intérieur. On a démarré notre échange sur les 15 et 15 milliards, les milliards valsais. Ils sont bien utilisés en matière de formation, parce que si je vous entends, il y a beaucoup d'argent sur la table, et qu'au final, au bout de la tuyauterie, le client ou le formé se dit « j'ai pas reçu une formation géniale ». Bon, il faut du temps. Mais en fait, ça vise à faire plusieurs choses, cet argent. Il y a une partie qui est sur de l'expérimentation, justement, de nouvelles manières de faire, et l'État entend apprendre de tous ces projets qui vont se faire. Donc ça, c'est quel travail remarquable. Vous avez une partie qui est, il faut délivrer de la formation de toute façon. Aujourd'hui, c'est une nécessité. Les gens vont se reconvertir. Il faut qu'ils apprennent à apprendre. Et puis, vous avez une partie qui est consacrée justement à l'amélioration, à la réforme des organismes de formation. C'est comment peuvent-ils, eux, appréhender la transition de manière la transversalité, parce qu'il faut être transversal. Ça, c'est essentiel. Je lisais ce chiffre-là. Selon l'OCDE, 80% des compétences nécessaires pour naviguer dans l'environnement professionnel d'ici 2025 seront des compétences transverses. C'est-à-dire qu'on ne peut plus travailler en silo, mais il faut travailler dans du transverse. Absolument. C'est une révolution de la formation. C'est une révolution. Il faut savoir tout faire. Il faut, alors, c'est pas qu'il faut savoir tout faire, mais il faut développer son côté humain, parce qu'on va avoir de plus en plus d'ordinateurs, d'intelligence artificielle, et en fait, notre valeur, c'est bien l'humain. Et l'humain, ça se développe comment? Par les soft skills, donc c'est ces compétences transverses. C'est quoi? C'est la communication, la collaboration, la pensée critique, la créativité. Et en fait, ce sont les compétences qui vous permettent d'apprendre à apprendre. Ce sont les compétences qui vont vous permettre d'être plus à l'aise face au futur, à l'incertain du futur, et d'apprendre des métiers finalement qui n'existe pas aujourd'hui. C'est intéressant parce que le dur sera contenu dans les disques durs et algorithmes des ordinateurs, et nous, on devra évidemment rajouter notre valeur ajoutée. C'est quand même une révolution du monde du travail qui nous attend. C'est une révolution du monde du travail qui a bien compris en fait que le monde s'accélérait, qu'on était face à de plus en plus de choses incertaines, et qui, en fait, le sujet, c'est pas que le monde s'accélère, c'est que nous, on puisse vivre sereinement. Mais oui. En se sentant serein dans un monde qui change tout le temps. Et donc ça, si on développe ces soft skills, si on s'appuie sur les autres, si on collabore, on donne plus de force. Possible. Merci Marie-Pierre Desquier. J'ai tout compris à la France Apprenante, qui va agir concrètement, on l'a entendu à travers ce manifeste, très concrètement, dans les formations, peut-être celles que vous recevez en ce moment ou que vous allez recevoir, une autre manière d'apprendre. Merci d'être venue nous éclairer sur notre plateau. Cofondatrice et porte-parole de France Apprenante. Je n'ai pas précisé que vous faisiez plein d'autres choses dans la vie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout de suite, un jeune, une solution. Vous connaissez évidemment ce dispositif en direction des jeunes, les
entreprises qui s'engagent, une par semaine sur notre plateau, eh bien, qui vient nous présenter son engagement en faveur de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, l'entreprise Jiménez.